Voilà, donc moi je m'appelle Valérie Obsommer et j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années sur des maladies données par des insectes vecteurs, comme par exemple la malaria, d'autres choses comme ça. Et quand j'ai commencé à travailler sur les maladies données par des tiques, j'étais très surprise de voir qu'en Belgique, il n'y avait pratiquement aucune information. Et donc j'ai commencé à essayer de documenter en fait ce qui se passait chez nous. Et donc ma présentation, c'est sur les tiques et les maladies à tiques en Belgique. Alors comme introduction, j'ai d'abord fait une réflexion sur l'incidence qu'il y avait en Europe, parce que dans les publications de Eurosurveillance, il y a 65 000 cas détectés par an, mais par contre, il y a déjà 22 000 cas détectés aux Pays-Bas. Et donc ça, c'est pas possible que tous les cas soient aux Pays-Bas. Et donc c'est vraiment sous-estimé. Donc j'ai trouvé une publication d'une personne qui avait estimé le risque de se faire mordre par le vecteur principal Ixodes ricinus en Europe. Et donc il donne à chaque localisation de 25 km² un niveau de risque. Donc 4 niveaux de risque. Et je me suis basée là-dessus et sur des données disponibles de nombre d'érythèmes migrants par an qui sont disponibles en Autriche. En Belgique, il y a une publication qui en parle, et aux Pays-Bas. Et donc j'ai pu trouver alors une incidence, à partir de là définir une incidence par 100 000 personnes pour chaque niveau de risque, et de manière à ce que cela colle avec le chiffre national des 3 pays dans lesquels il y avait des données. Et c'était assez impressionnant le résultat, parce qu'en fait on arrive à 1 million de nouveaux cas par an en Europe, qui est pour moi en fait le chiffre le plus juste qu'on peut avoir pour le moment, puisqu'il n'y a pas d'autres informations qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y a donc un groupe au centre de l'Europe, plus l'Allemagne et les anciens pays du bloc de l'Est, où là il y a vraiment une très très grosse incidence, qui est aussi des endroits où il y a vraiment beaucoup de chances de se faire mordre par les tiques. Et voilà, donc comme introduction pour que vous ayez un peu le paysage de ce qui se passe. Alors en Belgique, comme source d'information, j'ai des analyses et des informations sur des données existantes, sur les tiques, les pathogènes et les maladies. Les informations sur les tiques sont déjà publiées dans une publication scientifique. J'ai aussi en fait les résultats préliminaires d'une enquête publique qui est toujours en cours, où je demande aux gens qui se sont fait mordre par des tiques de me donner des informations sur les localisations où ils se sont fait mordre, mais aussi sur les symptômes et d'autres choses. Là, je suis en fait très très heureuse d'avoir reçu des informations de déjà 2000 personnes. En fait, vraiment beaucoup de personnes m'ont aidé avec cette enquête. Ici, je n'ai que les analyses que des 1500 premières. Alors l'objectif de la présentation, ce sera d'abord de mettre à jour les connaissances sur la Belgique, de démontrer le fait que c'est un problème sérieux chez nous et proposer quelques idées de solutions temporaires tant que personne d'autre ne fait quelque chose. Alors sur les tiques, donc en fait les tiques en Belgique se retrouvent sur pratiquement tous les animaux vertébrés, pas sur les poissons. Alors chez nous, nous avons 14 espèces, mais nous avons 2 espèces qui ont un impact sur la santé humaine, parce que ce sont des vecteurs, elles transmettent de nombreuses maladies, ils sont infectés, ils mordent les humains, ils sont fréquents sur les chats et les chiens, donc c'est-à-dire ils sont dans des milieux proches de nous, et on les trouve partout, dans toutes les provinces en Belgique. Le premier, qui est le plus important, c'est Ixodes ricinus, qui cherche les hôtes sur la végétation et qui est le plus fréquent sur les animaux et aussi sur les hommes. En général, c'est celui-là qui nous mord. Alors j'ai fait une recherche sur cette tique et dans la littérature, et j'ai trouvé 90 micro-organismes qui ont été un jour découverts par quelqu'un dans ces tiques. De ces 90 micro-organismes, il y en a 45 qui sont pathogènes, et il y en a 20 pour lesquels on a bien vérifié qu'ils étaient transmissibles à l'homme.
Donc ça veut dire que si on vous dit que ça n'en transmet que 20, c'est aussi parce qu'on n'a pas regardé ce qui se passe avec les 70 autres micro-organismes qu'on peut trouver dans ces tiques. Cette tique aussi parasite la plupart des vertébrés, mais que ce soit les mammifères, les oiseaux ou même les lézards. Et donc ce qui se passe, c'est qu'alors elle permet une circulation de pathogènes entre groupes d'espèces qui normalement ne sont pas proches, par exemple un lézard et un oiseau. Donc vraiment, il y a des circulations d'organismes pathogènes qui sont organisées. La deuxième espèce qui pour moi est quand même importante, c'est Ixodes hexagonus. On la trouve moins souvent parce qu'elle est dans les terriers, mais seulement elle se trouve aussi dans les jardins en ville, ce à quoi on ne s'attend pas, et par exemple dans des terriers de hérissons, qui sont des terriers à ciel ouvert au milieu du potager. Et donc ça augmente le nombre de gens le type de personnes qui sont à risque. Ça peut être par exemple une petite dame qui ne sort pas souvent, qui va juste faire son potager, peut être en contact donc avec la maladie de Lyme en ville. Ce n'est pas les cas les plus courants, mais il ne faut pas ne pas les considérer. Alors les autres espèces de tiques, donc les 12 autres espèces, contribuent à la circulation des pathogènes dans les espèces animales en général, mais ne nous mordent pas directement. Voilà, donc maintenant qu'on a une liste des espèces et lesquelles sont importantes pour nous, la principale c'est quand même Ixodes ricinus, donc maintenant je vais me concentrer sur celle-là pour la présentation. Alors, pour la santé publique en Belgique, vous voyez que l'information disponible pour l'instant sur la distribution du vecteur des maladies principales chez nous, c'est rien, donc il n'y a pas d'information. Alors, là j'ai fait une erreur. Un rapport officiel pour l'Europe, un rapport européen officiel sur les tiques et maladies à tiques, montre qu'en Belgique, Ixodes ricinus est pratiquement absent. C'est assez surprenant. C'est un rapport officiel, hein, donc voilà. Et donc en fait ça, c'est les informations que j'ai trouvées dans la littérature, où chaque point est une localisation où on a trouvé des tiques un jour dans les 30 dernières années. Et vous voyez que des tiques, en fait, on en a partout chez nous. On peut se faire mordre à la côte, à Westhoek, voilà, aussi dans le parc de Bruxelles. C'est des tiques, il y en a partout. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir en fait qu'il y a des zones de plus grande abondance. Donc il y a des zones où on a pu trouver jusque 1000 tiques à un même endroit en les cherchant avec un drap comme ça, par exemple. Donc ça, c'est un instrument pour chasser les tiques. Donc on traîne ça sur le sol. Et si c'est un sol qui est assez sec, en fait, on retourne le drap et les seules choses qui se sont vraiment accrochées, ce sont les toutes petites tiques. Et donc c'est vraiment comme ça que font les chercheurs partout dans le monde. Ils passent et hop, ils retournent, ils prennent les petites tiques qui sont sur le drap. Et c'est comme ça que j'ai capturé toutes celles qui sont dans les pots là-bas. Voilà. Alors, la deuxième chose importante par rapport aux tiques, c'est qu'en fait, pour moi, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de tiques qu'avant. Vous pouvez demander, par exemple, à votre papa s'il était scout il y a une trentaine d'années. En fait, les scouts ne se faisaient pratiquement jamais mordre. Maintenant, les scouts sont mangés par les tiques à chaque camp. Donc, en fait, il y a une augmentation du nombre de tiques dans la nature. Ils ont été présents chez nous depuis toujours. Ça, on en a toujours eu, ça c'est vrai. On en trouve sur son chat, sur son chien. Mais vraiment aussi, c'est documenté même aux Pays-Bas. Ils ont documenté qu'en 2013, ils avaient 64% de plus de tiques que dans les 5 dernières années. Et encore, dans ces années-là, il y avait déjà eu une augmentation. Donc vraiment, il y a une explosion du nombre de tiques. En Belgique, c'est identifié par les professionnels de la nature et la population. Mais forcément, comme on ne fait aucun monitoring des tiques pour le moment, il n'y a pas de données scientifiques. Donc c'est toujours vers ça qu'on retourne. Et donc moi, ce que je propose, en fait, je demande aux personnes quand ils ont pu identifier le début de cette augmentation. Et donc dans l'enquête, les gens me disent que c'est autour de 1990 que vraiment ils ont vu les premières grosses augmentations dans certaines localités. Mais dans d'autres localités, c'est par exemple en 2013.
Donc pour moi, c'est un processus qui est encore en train de se développer. Et donc l'idée, c'est que non seulement il y a une augmentation du nombre de tiques, mais en plus il y a une augmentation du nombre de localisations où les tiques sont abondantes. C'est-à-dire des endroits où il n'y en avait presque pas avant. Maintenant, on commence à en avoir tout plein. Et il faut savoir qu'en Hollande, où ils surveillent ça depuis longtemps, les gens ne se roulent plus dans l'herbe, quoi. Donc pour eux, voilà, il y a des tiques partout. C'est pas que dans les forêts, quoi. Et donc moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'arriver chez nous. Le risque d'être mordu forcément dépend de l'abondance du nombre de tiques, puisqu'on sait qu'il y en a de toute façon déjà un peu partout. C'est vraiment l'abondance qu'il faut essayer d'analyser. Alors pourquoi cette augmentation? En fait, il n'y a rien de certain. Il y a plusieurs pistes. Souvent on dit le réchauffement climatique, mais bon, voilà, c'est une des pistes seulement. Les changements de type de végétation, c'est aussi une piste. Ou alors une espèce de tique des tiques sélectionnées qui sont devenus plus performants ou plus tolérants ou à certains milieux. Ou alors l'autre idée, c'est une augmentation, vraiment ça c'est prouvé qu'il y a une augmentation très très forte des cervidés et des sangliers dans notre pays, mais un peu partout en Europe. Et donc ces animaux peuvent porter jusque 100 tiques adultes qui... Voilà, s'ils se secouent dans votre jardin, vous allez avoir des tiques adultes qui vont faire des œufs, des larves, et ça peut vraiment infester des zones, quoi, le fait d'avoir des cervidés. L'autre idée, c'est un déséquilibre entre les espèces, donc moins de prédateurs, plus d'hôtes, etc. Donc quelque chose qui est assez local, ou une espèce plus invasive d'hôtes qui est moins résistante aux tiques. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée, mais là, j'ai pas de réponse, et en Belgique, personne n'étudie ce problème. De par l'enquête publique, en fait, moi, j'essaie de faire une cartographie pour essayer d'identifier les zones où on a le plus de chances d'être mordu, en demandant aux personnes quelles sont les zones, où sont les zones de grande abondance pour elles, et en cartographiant aussi les localisations de morsures des différentes personnes. Donc cette carte est déjà disponible sur Internet, elle est forcément incomplète, mais je crois qu'en fait elle permet de donner une information qu'on n'a pas autrement. Voilà, c'est une première information. Voilà, donc ça c'était pour les tiques. Maintenant si j'en viens aux pathogènes. Donc les pathogènes trouvés en Belgique, il n'y a pas d'études systématiques, mais il y a une étude qui a été faite sur les chiens et les chats en 2013 qui a trouvé donc la maladie de Lyme, l'anaplasmose et les rickettsia qui sont pathogènes pour l'homme dans tout le pays, et aussi la babésiose, mais ça c'est plus localisé. On a trouvé aussi 6 à 7 espèces de borréliose en Belgique, tout en sachant que les tests chez nous en testent 2 à 5, on détecte 2 à 5 selon le laboratoire. Donc voilà, il y a toujours moyen d'avoir un test négatif, c'est facile. Mais comme il n'y avait pas d'informations en Belgique, donc ça je vous en ai déjà parlé, j'ai regardé ce qui se passait un petit peu autour dans notre vecteur principal, et donc là on peut retrouver jusque 45 espèces pathogènes qui ne sont pour la plupart même pas analysées chez nous, et on trouve aussi Borrelia miyamotoi à la frontière, donc en France et aux Pays-Bas. Mais chez nous on n'a pas regardé, donc on n'en a toujours pas. Voilà. Non. Voilà, alors comme moi, l'idée c'est aussi que, pour mon idée, c'est aussi qu'il faut employer ces nouvelles techniques moléculaires dans lesquelles en fait on fait un broyat de tiques et on cherche en fait tous les types d'ADN qui existent, qui sont dans cette tique, et on essaye de les raccrocher à différentes espèces, et c'est comme ça qu'on pourrait avoir une étude plus systématique de qu'est-ce qui se trouve dans nos tiques. Voilà, donc ça c'est la carte de distribution des pathogènes en Belgique. Je ne sais pas si c'est fort clair pour vous. Donc vous avez la côte, les Ardennes. Et donc vous voyez en noir, c'est la borréliose. Donc vous voyez que la borréliose, il y en a partout. Parce que la personne à qui je parle, l'Institut de santé publique, me disait qu'il n'y en avait que dans les Ardennes. Et donc là, voilà, maintenant il y a une preuve qu'il y en a partout. Alors par rapport à l'anaplasmose qui est en vert, vous voyez qu'il y en a partout aussi. Ça cause des cas humains aussi. Après, vous avez les rickettsia qui causent aussi des cas humains.
et qui sont en bleu. Là, vous en avez partout aussi. Donc pour moi, ces 3 maladies sont vraiment omniprésentes sur notre territoire. Il y a juste la babésiose, en fait, qui est plus centrée sur cette région-ci. Donc c'est-à-dire entre Rochefort et la frontière allemande. Il y a depuis très longtemps au sein des vétérinaires, les vétérinaires sont très au courant qu'en fait dans cette zone-là, il y a des problèmes de babésiose et donc ils ont des pertes dans les troupeaux, donc beaucoup de pertes à cause de la babésiose dans ces régions-là. Voilà. Alors, une fois qu'on sait plus ou moins qu'est-ce qui existe et où ça peut se trouver, je crois que c'est important de regarder un peu aussi l'abondance de la maladie de Lyme. Donc ici, maintenant, je parle de la maladie de Lyme, parce que je n'ai pas de chiffres du tout pour les autres maladies, à part leur présence. Et donc, on dit toujours qu'il y a 10% des tiques qui sont infectés en Belgique. Et donc, vous voyez en vert les zones où il y a moins de 5% de tiques infectées. Vous voyez en jaune les zones où il y a juste que 10%. Mais il faut savoir que localement, donc en bleu et même en rouge, on peut aller jusqu'à 45% de tiques infectés. Et donc pour moi, ce chiffre de 10%, bon voilà, c'est intéressant juste comme ça, mais d'un point de vue prévention et santé publique, il serait intéressant de faire une étude systématique de ça pour savoir quelles sont les zones où vraiment les tiques sont plus infectées. Vous voyez ici en rouge que ces 2 endroits, c'était 45% des tiques qui étaient infectées et 50% dans un des 2. Alors ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les carrés ici représentent des tiques infectées qui ont été collectées sur des mésanges. Et donc dans ces zones-là, il y avait 30% de tiques qui ne mordent que les mésanges. Donc c'est des tiques qui ne mordent que les oiseaux, pardon. Ce sont des tiques qui ne mordent que les oiseaux. Et donc ça veut dire que dans les oiseaux, ou dans les tiques qui mordent les oiseaux, il y a vraiment une grande circulation de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est partout. Elle n'est pas que, c'est pas un problème juste pour nous. C'est aussi dans les oiseaux, dans les hérissons, voilà, c'est partout. Donc on ne va pas s'en débarrasser facilement. Alors il y a aussi une diversité des espèces de borréliose que j'ai essayé de cartographier, mais là j'ai pas beaucoup d'informations. C'est assez intéressant de faire ça parce que les symptômes sont différents selon les espèces de borréliose. Et voilà, donc ça c'est juste ce que j'ai comme information. Il se passe juste qu'en fait ici par exemple, vous avez des endroits autour de Viroinval et ces coins-là où vous avez énormément d'espèces différentes de borréliose, plus l'anaplasmose, les babésioses et énormément de tiques. Donc ça c'est un endroit par exemple qui est un hotspot. Et il y en a d'autres, je veux dire, ici au nord d'Anvers, il y a beaucoup d'espèces différentes et il y a beaucoup de pathogènes aussi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, peut-être que c'est comme ça partout, mais au moins dans ces endroits-là, on sait que c'est comme ça. Alors c'est ce que je disais, les pathogènes sont partout autour de nous dans la nature, donc dans les tiques, 11 des 14 tiques de Belgique ont des borrélies. Mais bon, ils ne nous mordent pas tous, donc on ne les considère pas comme un danger humain, mais ça veut dire qu'ils font circuler en fait ces borrélies, donc la maladie de Lyme, dans les différentes espèces. Alors les oiseaux, on a dit 30% infectés. Alors récemment, ici, une publication que j'essaie de faire avec l'Arcia, donc les éleveurs bovins wallons, ils ont fait une analyse où ils ont trouvé 30% des vaches wallonnes positives à la borréliose. C'était analysé sur 1000 vaches qui étaient prises de l'ensemble du territoire, et donc la carte montre que c'était partout en Wallonie. On ne sait pas en Flandre parce que personne n'a étudié ça en Flandre pour le moment. Donc voilà. Alors l'anaplasmose par contre a été étudiée en Flandre et c'est une cause d'avortement chez les vaches. Et donc ça vraiment les vétérinaires font attention à ça. Et alors la babésiose qui donne aussi des mortalités chez les vaches autour de Rochefort. Parfois les informations sont plus précises au niveau vétérinaire, je crois qu'auprès des médecins. Voilà. Alors les autres animaux dans lesquels on a trouvé des borrélies, on le trouve dans beaucoup d'animaux. Ceux-là, c'est ceux pour lesquels j'ai une référence en Belgique. Donc voilà, je vous donne celle-là pour la Belgique. C'est les lapins, les écureuils, les chiens, les chevaux, les hérissons, les merles, les mésanges et aussi les rouges-gorges, les vaches. Enfin, je veux dire, voilà, la borréliose, elle est là, on le sait. Alors il y a des espèces qui sont intéressantes parce qu'elles influencent la présence de tiques ou de borréliose. Mais ça non plus, c'est pas très très bien recherché, mais ça pourrait être une piste intéressante. C'est-à-dire que les lézards semblent réduire la quantité de borréliose dans les tiques,
qui les mordent. Les lapins semblent réduire le nombre d'œufs que peut faire une tique qui les mord. Donc voilà, il y a des espèces finalement qui pourraient nous aider. C'est pour ça qu'il y a une idée derrière tout ça qui pourrait être un déséquilibre entre les espèces, trop de rongeurs ou plus assez de lapins. Enfin, il pourrait avoir une explication assez complexe, mais écologique, du problème de l'abondance de toutes ces choses. Voilà. Alors la prochaine étape, chose dont je voulais vous parler, c'est le contact entre les hommes et les femmes, enfin les humains et les vecteurs. Une petite information sur le cycle de vie de Ixodes ricinus. Donc vous voyez ici les larves, elles sont toutes petites. Je vous ai mis une main, je ne sais pas si vous voyez bien la main. Et donc les larves sont toutes petites, elles ont 6 pattes. Elles mangent, à chaque stade, la tique mange normalement une fois. Elle mange sur un hôte et puis tombe de son hôte et prend une certaine période pour se changer en nymphe. Souvent, elles sont peu infectées, les larves, parce qu'elles n'ont que les pathogènes qu'elles ont reçus de l'adulte, enfin de leur mère, disons. On sait qu'elles ne sont infectées, par exemple, que par 4% par la borréliose. Mais ça peut être plus pour d'autres espèces de tiques. Voilà. Alors après, vous avez les nymphes qui sont toutes petites, mais qui, elles, ont beaucoup de pathogènes parce qu'elles ont déjà mordu avant un oiseau ou un rongeur. Et donc, elles vous transmettent ces maladies. Et puis après, vous avez les troisièmes qui sont les adultes, qui sont beaucoup plus gros et qui portent encore beaucoup plus de pathogènes. Elles prennent alors du sang, ces adultes femelles, pour faire des œufs et le cycle est bouclé. Les plus dangereuses sont forcément les nymphes parce qu'elles sont toutes petites et infectées. Et donc on a du mal à les voir finalement. Alors que les adultes, on les voit quand même plus facilement. Voilà. Alors le principal problème d'un point de vue santé publique aussi, c'est que quand on dit aux personnes « faites attention aux tiques », tout le monde a déjà vu une tique, comme vous en voyez une ici, sur son chien, sur son chat. On se dit « mais si je suis mordu par une tique, je le verrai bien, c'est quand même quelque chose de gros ». Vous voyez par contre qu'en fait, les tiques peuvent être toutes petites, et ce sont ces toutes petites nymphes qui sont vraiment un danger. Alors à ce sujet, j'ai posé des questions dans mon enquête publique. Et donc en fait, les personnes qui m'ont répondu ont été mordues de 1 à 750 fois depuis leur naissance. Donc il faut savoir qu'il y a des gens comme les forestiers qui sont mordus 100 fois par an. Pour eux, c'est vraiment très fort. Et voilà, donc... oui, voilà. Et alors 37% des personnes ne savent pas que les tiques se déplacent sur le corps et sur les vêtements. Et donc en fait les gens vont dans les bois et après ils ne vérifient que les parties qui ont été exposées. Or les tiques montent sur vous et elles cherchent un endroit plutôt chaud et humide pour aller mordre et donc elles vont essayer de monter. Bien sûr, si elles sont coincées par un vêtement, elles vous mordront, elles peuvent aussi vous mordre directement, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait les gens, quand ils rentrent de forêt, doivent alors se vérifier complètement et la plupart 37% des gens ne le font pas. Et donc ça, c'est tous des gens qui sont mordus sans le savoir. Et c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Alors les tiques mordent partout. Et donc j'ai demandé aux gens sur quelle localisation ils faisaient mordre. Et 38% des tiques sont mordent dans des endroits difficiles à vérifier. C'est-à-dire qu'ils mordent dans les cheveux. Voilà, si vous avez une tique dans les cheveux, je ne sais pas comment vous arrivez à la voir. À l'arrière du cou, le dos. Pour les célibataires, c'est pas pratique. Entre les fesses, voilà, sur les parties génitales, dans le nombril ou à l'arrière des genoux. Et ça, je veux dire, toutes ces localisations sur le corps, ça fait 38%. Donc ça fait quand même beaucoup de morsures qui passent facilement inaperçues. 32% des gens aussi sont mordus dans leur jardin. Donc ça veut dire que c'est un problème de tous les jours. Ils ne peuvent pas se vérifier chaque fois qu'ils rentrent du jardin. Et alors il y a pas mal d'enfants qui sont mordus dans les écoles. Dans la cour de l'école, voilà, et ça c'est aussi des choses pour lesquelles on peut faire quelque chose. Dans mon enquête aussi, 5,6% des gens, sur 1264 réponses, là, ont attribué leur morsure à un insecte indéterminé, des temps,
ou bien ils ont reçu la maladie de Lyme de la mère à l'enfant, ça c'est 12 cas, 5 par les moustiques, 4 par les puces, 2 par les aoutas, 2 par les transfusions sanguines, 1 par une araignée et 1 par transmission sexuelle. Bien sûr, ça ce sont les gens qui donnent leur point de vue. Il y a des choses qui sont vraies ou pas vraies dedans, quoi. Mais par contre, en Belgique, il y a 2 cas qui sont répertoriés dans la littérature de personnes qui ont attrapé la maladie de Lyme par une morsure de taon. C'était des personnes qui travaillaient à côté de chevaux infectés par la maladie de Lyme. Voilà. Ouais, c'est ça que je disais. Voilà, donc ça c'était pour le contact humain. Alors maintenant, les cas de maladie en Belgique. Là, pour trouver de l'information, c'était assez difficile. Et donc, je vous prends l'exemple pour la borréliose pour l'année 2010. Une source très intéressante d'information, c'est l'INAMI, donc RISIV en néerlandais, qui... oui, c'est ça. Et donc, en fait, qui a en fait 229 250 tests effectués en 2010. Et donc, comme les gens souvent reçoivent, on demande 2 tests à la fois, disons que ça fait plus que 100 000 tests par an pour la maladie de Lyme. Il y a eu une étude qui a été faite où on a demandé aux médecins combien de personnes avec un érythème migrant ils avaient vu dans l'année 2010. Et là, la réponse, c'était 10 000 personnes. Comme 63% des gens ont un érythème migrant quand ils ont la maladie de Lyme dans notre pays, ça fait 15 000 cas. Et les autres informations, qui sont les informations qui sont employées officiellement, c'est le réseau Vigie qui donne 1000 cas et les laboratoires de référence qui donnent 500 cas. Et je vais vous expliquer un petit peu d'où viennent ces différences par après. Donc ça, c'est la borréliose. Je voulais juste vous dire un mot sur l'anaplasmose. Là, il y a 2 études très intéressantes qui ont été faites qui montrent que 7,4% des gens qui ont la borréliose ont aussi l'anaplasmose en Belgique. 15% des patients qui n'ont pas la borréliose mais qui ont des symptômes ont l'anaplasmose. Voilà, mais pour l'anaplasmose, il n'y a que 300 tests demandés par an en Belgique parce que les médecins ne savent pas qu'il y a l'anaplasmose. Donc ils ne vont pas poser la question. Les autres, pour les rickettsi, qui sont, comme on l'a vu, présents dans toute la Belgique, le laboratoire de référence des rickettsi que j'ai interrogé, ils n'ont eu que 10 tests l'année passée demandés par des médecins. C'est-à-dire que si vous avez une de ces maladies, on ne va pas faire de demande pour ce test. La babésio, je n'ai pas trouvé d'informations. Si vous en avez, vous pouvez m'en donner. Voilà. Alors, la borréliose, d'abord parlons un peu des Pays-Bas, où ils ont 22 000 cas. En fait, pourquoi ça se passe bien aux Pays-Bas? Donc, en fait, ils ont des associations qui, depuis longtemps, ont alerté le gouvernement. Chez nous, nous avons une association de malades depuis peu, donc voilà. Et alors, ils ont un site web depuis au moins une dizaine d'années qui enregistre les morsures de tiques et les érythèmes migrants. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on s'est rendu compte que les gens se faisaient mordre de plus en plus dans les jardins, etc. Comme chez nous, on n'avait aucune information, voilà. Chez nous, il n'y a pas de problème. Ils font aussi une analyse régulière du nombre d'érythèmes migrants, tous les 4 ans. Et là, il y a 8 000 docteurs qui répondent à ce questionnaire. Et puis, ils ont aussi un service gouvernemental maintenant qui est dédié aux maladies à vecteurs, c'est-à-dire qu'on y retrouve en fait des médecins et des écologistes. C'est-à-dire des gens qui savent analyser le point de vue TIC, écologie, voilà, et l'autre partie, quoi. Voilà. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est que, vous voyez ici la courbe qui monte depuis 1994. Ils ont non seulement une augmentation du nombre de tiques, mais aussi une augmentation du nombre de morsures et une augmentation du nombre d'érythèmes. Les mesures de prévention qu'ils emploient pour l'instant, qu'ils employaient pour l'instant, qui étaient comme chez nous, enlever rapidement les tiques de la peau, ça n'arrive pas à empêcher l'augmentation du nombre de cas. C'est même pas que ça ne diminue pas, ça n'arrive pas à empêcher l'augmentation. À tel point que maintenant, ils ont en fait d'autres pistes de recherche, dont essayer de traiter toutes les morsures de tiques par un jour d'antibiotiques. Ou voilà, ils cherchent des pistes. Ils essayent de diminuer aussi le nombre de tiques dans la nature. Voilà, ils cherchent.
Voilà. Alors pour la Belgique, par contre, pour moi, le monitoring pour l'instant est inadéquat et donc on n'a aucune donnée. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres officiels, on vous dira qu'il y a en fait deux systèmes de surveillance. Le premier, c'est les laboratoires de référence, qui sont le laboratoire de l'UCL et de la KUL, qui donc reçoivent des demandes d'autres laboratoires pour des tests de deuxième ligne, etc. Et vous avez l'autre groupe, c'est les laboratoires Vigie. Et là, ce sont en fait des laboratoires qui, sur base volontaire, envoient leurs tests positifs de deuxième ligne. La première chose qui frappe, surtout moi qui aime bien faire des cartes, c'est qu'on se base sur des données qui déjà, visuellement, on voit bien que ça colle pas du tout entre les deux groupes, quoi. Donc, bon, maintenant, à l'Institut de santé publique, ils se sont concentrés sur les labos Vigie. Ils se sont rendus compte, en discutant avec eux, que les laboratoires de référence, ben voilà, ça ne représente rien, en fait. Et donc, si on se concentre sur les laboratoires Vigie qui donnent 1 millier de cas par an, on se rend compte qu'en fait, la plupart des cas ne sont pas comptabilisés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, on a vu qu'il y avait des espèces de borréliose de Lyme qui n'étaient pas prises en compte par les tests des laboratoires. Et ça c'est véridique. Et donc, j'en ai déjà discuté avec les gens de l'UCL, puisque moi, je travaille gratuitement à l'UCL. Et donc, voilà, ils me disent, oui, mais les espèces qui ne sont pas détectées par nos tests, si ça tombe, elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas abondantes. Mais personne ne regarde, donc voilà, on ne sait pas finalement. Alors aussi, en fait, on ne prend que les tests positifs de deuxième ligne. C'est-à-dire que les médecins qui se rendent compte qu'une personne a peut-être la maladie de Lyme vont faire un test. S'il est positif, en général, en Belgique, le médecin va soigner la personne et ne va pas demander un deuxième test, le test de confirmation. Et donc, ça veut dire que tous les patients qui ont eu un test positif de première ligne, mais pas pour lesquels on n'a pas demandé la deuxième ligne, ne sont pas comptabilisés. En plus, seulement une partie des laboratoires donnent l'information. Et donc, par les données de l'INAMI, j'ai pu vérifier qu'à Liège, il y avait 2 gros laboratoires qui faisaient énormément de tests de deuxième ligne. Et ils n'envoient aucune information à l'Institut de santé publique. Voilà, parce que c'est sur base volontaire et ils ne l'envoient pas. Mais ce qui ne va pas, c'est que dans la carte et dans la comptabilisation des cas, vous voyez que c'est 0 et ce n'est pas nos data. Normalement, quand il n'y a pas de données, on ne met pas de données. On essaie de comptabiliser à quoi ça correspond. Mais là, c'est 0. Et donc, vous comprenez qu'on rate quand même beaucoup de cas comme ça aussi. Puis la dernière chose, c'est le problème des érythèmes migrants. C'est-à-dire qu'en Belgique, la plupart des docteurs testent les personnes qui ont un érythème migrant. Et ces tests reviennent en général négatifs. Parce que c'est un stade où je crois que c'est négatif à ce stade-là. Donc voilà. Ma conclusion, c'est que la plupart des cas ne sont pas comptés. Et donc, pour avoir une information, c'est assez difficile, puisque ça, c'est la version officielle. Par contre, l'Institut de santé publique aussi a fait une fois le même exercice qui se fait aux Pays-Bas. Donc, le comptage des érythèmes migrants chez les médecins. Et là, ils sont arrivés à 90 pour 100 000, ce qui fait, en fait, beaucoup de cas. Et ça, c'est une moyenne pour toute la Belgique. Et donc, vous voyez ces données ici cartographiées. C'est chaque fois la même donnée en bas, c'est la Belgique. On n'a qu'une donnée, c'est en 2009. Mais donc, cette étude nous montre 10 000 cas d'érythème migrants. Si on a 63% des gens seulement qui ont un érythème en Belgique, ça nous fait 15 000 cas. Donc, pour moi, le seul chiffre officiel qu'on a, c'est en 2009, on avait 15 000 cas. Voilà. Alors, vous pouvez voir, en fait, que un bon monitoring pourrait nous aider à voir et que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire que vous voyez ce qui s'est passé en Hollande. En 1994, ils avaient des cas de maladie de Lyme là, et ça s'est étendu vraiment très très fort, avec une impression que ça vient plutôt de l'Est, en fait. Nous, on ne voit rien puisqu'on n'a qu'une donnée. Donc vous voyez bien qu'en dessous, c'est 2009, c'est toujours la même donnée pour la Belgique, et au-dessus, c'est les données pour la Hollande qui évoluent de 1994 à 2009. Donc il y a d'abord ça. Vous voyez qu'autour d'Anvers, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies dans nos tiques, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la frontière,
mais nous, on ne s'en est pas du tout occupé, puisqu'on ne le sait pas du tout. Et alors, vous voyez que les zones où il n'y avait pas non plus de maladie de Lyme aux Pays-Bas, c'est aussi des zones qui ressemblent à notre côte à nous. Vous voyez qu'en fait, même dans ces zones-là, ils ont commencé à en avoir tout plein aussi. Et donc voilà, il n'y a pas d'autres informations sur la maladie de Lyme en Belgique. C'est les cartes qu'on a, quoi. C'est juste ces données-là, quoi. Ici, moi, j'ai cartographié le nombre de tests demandés et remboursés par l'INAMI. Et voilà, c'est la seule donnée que j'ai qui évolue dans le temps. C'était en 2006 le nombre de tests ELISA demandés, et en 2009 le nombre de tests ELISA. On voit que ça augmente aussi un petit peu par là, mais bon, c'est difficile de justifier ça scientifiquement, mais bon, on n'a pas d'autres informations. Voilà, donc 15 000 cas, je vous propose. Alors, la dernière partie, qui est plus médicale, et donc pour laquelle moi je vous fournis des statistiques, voilà, je ne sais pas non plus trop l'interpréter, et ça je dois faire en collaboration avec un médecin. C'est parce qu'en fait, comme beaucoup de personnes me répondaient à mon enquête sur les morsures de tiques, je me suis dit, c'est l'occasion de clarifier d'autres choses, notamment les symptômes liés à la maladie de Lyme, puisqu'il y a des discussions assez âpres entre différents groupes de médecins, etc. Voilà, je me suis dit, je me mets au milieu, je prends la liste des symptômes de tout le monde, et je demande aux gens mordus par les tiques s'ils ont ces symptômes. Et alors, j'ai classifié les gens en personnes qui ont la maladie de Lyme, qui ont été diagnostiquées, et personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Donc je me retrouve avec deux groupes à comparer. Bien sûr, dans mon enquête, je n'ai que des gens mordus par des tiques, donc c'est aussi quand même un groupe à risque. Donc c'est aussi imparfait. Et voilà. Donc comme les tests diagnostiques sont pour l'instant pas... on ne peut pas avoir confiance en eux, le diagnostic pour l'instant doit être basé sur les symptômes. Ça, c'est un peu l'idée générale. Et donc, mais comme les médecins ne sont pas d'accord, voilà. En fait, j'ai déjà dit tout ça. Voilà. Et le problème aussi, c'est que pas mal des symptômes sont aspécifiques. C'est-à-dire que c'est fatigue, douleur au dos, mal de tête. Et donc, c'est difficile à interpréter. Et c'est pas parce qu'on a mal à la tête qu'on a la maladie de Lyme non plus. Voilà. Donc, c'était pour essayer de clarifier un petit peu tout ça. Alors... voilà. Donc en fait, dans mon enquête, 39% des gens ont été diagnostiqués par la maladie de Lyme. Ça va trop vite. Donc 39% des personnes ont été diagnostiquées par la maladie de Lyme, pour la maladie de Lyme dans mon enquête. Et dans ces personnes diagnostiquées, 65% avaient un érythème migrant. Donc ça correspond à la seule publication belge sur le sujet qui disait qu'il y avait 63% des gens qui avaient un érythème. Ça nous laisse 37% des gens qui ont Lyme et qui n'ont jamais eu d'érythème. Alors voilà, ça c'est un peu ce que donnent mes symptômes. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'analyse, mais c'est des résultats qui sont disponibles sur le site de l'enquête, si vous voulez jeter un œil. Et donc c'est la liste des symptômes qui sont repris donc un petit peu partout. Et donc vous avez deux groupes. Vous avez ici les gens mordus par des tiques, mais qui n'ont pas eu un diagnostic de maladie de Lyme, dans lequel une partie ont sans doute Lyme, mais ne sont pas identifiées, et puis les personnes mordues qui ont été diagnostiquées par Lyme. Je vous les ai mis en suivant les fréquences, la fréquence de ces symptômes chez les personnes qui ont été diagnostiquées par la maladie de Lyme. Donc vous voyez que dans les personnes qui sont diagnostiquées Lyme, 65% avaient un érythème migrant. Dans ceux qui étaient diagnostiqués Lyme, 42% avaient la fatigue chronique, un problème de fatigue chronique, contre 13% dans l'autre groupe. C'est-à-dire que la fatigue chronique c'est pas parce qu'on a la fatigue chronique qu'on a Lyme, mais, enfin ça j'en sais rien, mais la différence est significative. Donc ça veut dire que c'est vraiment un symptôme important. Voilà, et donc ça continue avec le reste des problèmes de sommeil, les douleurs dans les articulations, etc. Et je crois qu'à partir de ces chiffres, on ne peut pas dire un symptôme est lié à ça ou je ne sais pas, mais en fait ça pourrait aider les personnes qui sont dans la recherche biomédicale et aussi les médecins à avoir une idée des probabilités liées à ces symptômes, quoi. Je crois qu'après ça peut aider à décider, ben voilà, pour ces quelques symptômes, vraiment il faudrait faire une recherche, etc., quoi.
Voilà. Moi, je ne proposerais que des statistiques, puisque vous voyez qu'il y a toutes sortes de symptômes. Et par exemple, il y en a d'autres, il y a un symptôme intéressant qui est la douleur au pied le matin. Donc c'est celui-là. Vous voyez que c'est 13% des gens qui sont diagnostiqués par Lyme qui ont mal au pied le matin. Je veux dire, c'est pas un symptôme qui vraiment va embêter une personne, mais par contre, c'est 1% dans l'autre groupe. Donc, c'est-à-dire que même si c'est pas un symptôme important, ça peut être une indication pour un médecin. Je crois que ça peut aider. L'idée derrière ces symptômes aussi, c'est qu'en fait, ces symptômes sont liés aux espèces de borréliose qu'on a chez nous. C'est-à-dire que ici en Belgique, on n'a sans doute pas la même quantité de chaque type de borréliose qu'aux États-Unis, que dans d'autres pays. Et donc le fait de faire ça localement, je crois que ça peut aussi aider les médecins en Belgique, quoi. Voilà. Donc vous avez toute la liste, vous pouvez aller voir sur Internet. Bien sûr, ces statistiques ne sont pas encore validées, elles évoluent. L'autre question qui est assez intéressante que je pose, c'est je demande aux personnes ce qu'ils ont eu comme mauvais diagnostic avant qu'on se rende compte qu'ils aient la maladie de Lyme. Et donc, oui, il y a des gens qui avaient des grandes listes. Et voilà, mais donc il y a 191 cas qui m'ont été donnés, donc c'est pas encore tout à fait assez pour faire des stats. Mais par contre, dans ces 191, il y en avait 132 de ces mauvais diagnostics qui étaient pour des problèmes du système nerveux. Donc vraiment, ça c'est quelque chose où on a du mal à identifier les gens qui ont des problèmes liés au système nerveux. Le système immunitaire, c'était 20 différentes maladies et des problèmes du squelette, oui. Et de la peau, c'était 18 personnes, 18 cas. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est qu'en fait pour la fibromyalgie et la fatigue chronique, le syndrome de fatigue chronique, chacun c'était 18% de mauvais diagnostics. Donc c'est-à-dire que si on voulait bien considérer les gens qui ont la fibromyalgie et la fatigue chronique, voir s'ils ont la maladie de Lyme ou pas, ça représente 36% des mauvais diagnostics. Moi, je ne peux pas dire que toutes les fatigues chroniques sont des maladies de Lyme ou toutes les fibromyalgies, mais au moins j'ai un chiffre qui montre que là, ça vaut la peine de faire quelque chose. Donc je crois que ça peut aider aussi à avancer sur ce sujet-là, quoi. Les autres conditions qui étaient citées au moins 5 fois, c'était les problèmes de thyroïde, dont Hashimoto, les problèmes de dos, la sclérose en plaques et des symptômes plus généraux comme l'anxiété, le stress et la dépression, mais qui sont forcément plus difficiles à analyser, quoi. Alors, une autre question que j'ai posée, et ça c'est tout frais, donc je n'ai pas toujours autant de réponses parce que j'ai rajouté cette question par après. Donc j'ai demandé aux gens ce qu'ils avaient comme maladie chronique. Et donc j'ai le même système, ceux qui n'ont pas été diagnostiqués pour Lyme et à côté ceux qui ont été diagnostiqués pour Lyme, et toute une liste de maladies. Et je pense qu'en faisant ça, je peux aussi aider à mettre le doigt sur certaines maladies chroniques qui sont en fait pas des maladies chroniques autres que la maladie de Lyme. Vous voyez que le syndrome de fatigue chronique revient. Il est aussi beaucoup plus important chez les personnes qui ont Lyme que pas Lyme. Le burn-out, c'est pratiquement 2 fois plus important. Les névralgies, etc. Voilà, il y en a pour lesquels il n'y a pas de différence. Par exemple, le syndrome du canal carpien, ça c'est quelque chose où il n'y a pas de différence. Voilà, c'est des chiffres qui peuvent aider peut-être à orienter quelque chose sur ce sujet. Alors il me reste la conclusion, dans laquelle j'essaie un peu de donner plutôt des idées peut-être un peu plus positives. Enfin, on commence d'abord par la situation actuelle. Donc on a des tiques et de la borréliose qui sont avec nous depuis très longtemps. Depuis... même la personne là qu'on a trouvée dans la glace, donc voilà, c'est quelque chose qui est avec nous depuis très longtemps. Mais ce qui est différent, c'est que pour des raisons qui ne sont pas claires, les populations de tiques et peut-être de pathogènes ont explosé jusqu'à un niveau épidémique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais bien sûr, on peut rajouter aussi les autres moyens de transmission. Ça, je n'ai pas de données dessus. Je crois que ça rajoute encore au problème. Alors les systèmes de surveillance, comme je vous ai démontré, pour l'instant ne surveillent rien du tout. Donc on n'a pas vu cette augmentation.
Et les mesures de prévention sont trop mauvaises pour l'instant et conduisent à des morsures et des mauvais diagnostics inutiles. Les outils diagnostiques ne sont pas adéquats, ça on l'a discuté. Les docteurs se disputent au sujet des symptômes et des traitements. Il y a plein de gens qui ne sont pas traités. Alors moi je crois qu'il y a aussi plus que 15 000 cas, dans le sens que ce nombre a augmenté de 50% aux Pays-Bas depuis les 5 dernières années. Donc maintenant ils sont à 30 000 cas. Et donc nous on doit être au moins à 20 000 cas. Et en plus, aux Pays-Bas, les médecins ont vraiment une information très précise pour détecter les taches. Et toutes les personnes qui ont une tache vont chez le médecin parce qu'il y a une information du public. Donc ils capturent vraiment l'information. Chez nous, les gens qui ont une tache ne vont pas chez le médecin pour une tache, surtout si elle s'en va avec une crème. Voilà, on s'en occupe pas, quoi. Voilà, et alors ce qui m'inquiète moi aussi, et donc, mais ça je n'ai pas encore bien investigué, c'est que j'ai lu récemment un article du professeur Zeke, qui est le doyen de la faculté de médecine de l'UCL, qui, dans son article, il expliquait qu'en fait, quand une maman était activement infectée, il y avait une transmission à l'enfant qui allait jusqu'à 75%. Et donc, ça cause des problèmes dans 75% des cas. Parfois, c'est juste la mort du fœtus. Et donc, ça fait une fausse couche. Et donc, on ne se pose pas toujours la question quand il y a une fausse couche. Après, ça peut être des problèmes à l'enfant nouveau-né. Et là, il y en a toute une liste voilà, que moi, personnellement, je n'investigue pas, mais qui sont des problèmes mentaux, qui peuvent être des problèmes d'autisme ou des problèmes de cœur, etc., quoi. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'aussi important. Il faudrait vraiment regarder si on a autant de cas et autant de cas pas traités, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème, quoi. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles ? C'est qu'il y a des solutions, parce qu'en fait, les maladies à tiques, c'est pas comme une grippe qui vous tombe dessus, on ne sait pas quoi faire. On a plusieurs opportunités d'action. Et donc, moi, je vais vous parler juste des opportunités qui sont liées plus aux tiques. C'est qu'on peut réduire le contact entre les hommes et les tiques, et réduire aussi la quantité de tiques. L'erreur, c'est de minimiser le problème, parce que ça, c'est la pire option. Ça fait la situation catastrophique qu'on a maintenant. Donc, pour moi, vraiment, il faut arrêter de faire l'autruche sur le sujet et vraiment faire quelque chose, quoi. Et vérifier, regardez ce qu'ils font juste aux Pays-Bas, en fait. Ils nous montrent vraiment la voie pour pas mal de choses. Donc, la première chose, c'est réduire les populations de tiques, parce que, en fait, c'est une abondance qui n'est pas naturelle. C'était pas comme ça avant. Donc, voilà, agir là-dessus, c'est pas comme faire une atteinte à la biodiversité, c'est vraiment agir sur un problème. En plus, c'est un problème pour la faune sauvage aussi, parce que ça a une action néfaste sur la reproduction des faisans, sur la santé des merles et des rouges-gorges. Donc voilà, je veux dire, c'est un problème pas que pour nous. Ça transmet des maladies aussi aux animaux domestiques, aux vaches, etc. Voilà, donc la priorité pour moi, la chose qu'on doit faire maintenant et qu'en fait tout le monde peut aussi faire chez lui, c'est réduire la présence des tiques dans les zones où on a un grand contact avec les hommes. Et donc on sait que 37% des morsures se passent dans les jardins, les écoles et les zones de récréation pour les enfants, récréatifs pour les enfants. Il y a une dame qui m'expliquait que chez elle, dans le Brabant wallon, ses enfants se faisaient mordre 4 fois par mois dans son jardin. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait, cette dame. Et donc l'idée, c'est qu'en faisant la gestion plus ou moins de l'environnement, il y a moyen vraiment de réduire la quantité de tiques dans des surfaces limitées. Donc en coupant l'herbe très, très, très court, en faisant des zones sèches entre les zones de forêt et les jardins, en empêchant l'accès aux grands mammifères qui portent beaucoup de tiques, donc vraiment clôturer pour qu'il n'y ait pas de passage de cerfs, de sangliers ou que sais-je. Traiter les animaux domestiques pour les tiques, comme ça si votre chien en a ramassé, il ne va pas venir les mettre dans le jardin. Et en fait, comment savoir s'il y en a, c'est en passant finalement un drap sur le sol. Il y a moyen au moins de voir s'il y en a énormément ou pas. Parce qu'il y a des zones où vraiment, il y en a 10 par mètre carré, ça se voit tout de suite. Si vous n'en avez pas beaucoup, voilà, vous n'en trouverez pas, mais si vous en avez beaucoup, vous le verrez. Alors, ce qui est plus difficile, c'est d'essayer de réduire les populations de tiques dans les zones naturelles.
Et donc pour ça, ce que font donc, les Écossais, par exemple, ils réduisent les populations de cerfs dans certaines zones, parce que les tiques sont tellement nombreuses qu'ils ont la disparition de la perdrix rouge dans certaines zones, et donc ils ont réussi à relancer leur population de perdrix rouge en éliminant une partie des cerfs et en réduisant le nombre de tiques. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de faire des choses de ce style. En traitant aussi les cervidés et les sangliers, donc en mettant des produits sur ces animaux. Ou alors ce qu'ils font aussi dans les Pays-Bas, ils essaient donc par exemple de faire passer des troupeaux de moutons dans les zones où il y a beaucoup de tiques, comme ça les tiques vont sur les moutons, puis on traite les moutons. C'est juste des pistes, c'est-à-dire qu'en fait aux Pays-Bas, ils cherchent quoi. Et ça peut donner de l'espoir. Je vous montre juste un peu, ça j'ai repris ça donc d'une présentation que j'ai trouvée de l'agence gouvernementale environnement santé des Pays-Bas. Et donc vous voyez ici une zone récréative qui est vraiment dans la forêt. Voilà ce qu'ils proposent de faire. Donc ça devient quelque chose de plus propre avec une zone sèche en dessous du jeu, et puis tout le long entre le bois et le jeu, et une zone sèche. Mais donc c'est quelque chose qu'on peut aussi faire dans son jardin finalement. Si on est infesté, il y a moyen d'aider quoi. Et donc ça c'est un peu la même idée. Alors l'autre chose, c'est de réduire le nombre de morsures de tiques dans les milieux naturels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même mordus au scout, les forestiers sont mordus, ça... Et puis on a envie d'aller dans la nature, je veux dire, on ne va pas rester chez soi pour éviter d'être mordu. Et donc ce qui manque là, c'est une meilleure information de la population. Donc il faudrait identifier les zones où il y a vraiment beaucoup de maladies ou alors beaucoup de tiques, dire aux gens que les tiques sont très petites, qu'il y en a partout dans les bois. Dès qu'on sort des chemins, en fait, on est tout de suite à risque. Et donc que les tiques marchent sur les personnes pendant un certain temps. Alors pour moi, il faut une préparation avant d'aller dans un endroit. Il faut vraiment mettre des vêtements. Ouais, il me reste 3 slides, je crois. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il faut mettre des vêtements qui couvrent le corps le plus possible pour que les tiques n'arrivent pas jusqu'au corps. Ça, on le sait. Mais en fait, moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'il faut protéger surtout les zones dans lesquelles on ne va pas savoir retrouver les tiques après. C'est-à-dire les cheveux, par exemple. Moi, je crois qu'il faut mettre une casquette ou un foulard parce qu'on ne saura pas les retrouver si on en a là. Et alors, toute la partie entre le nombril et l'entrejambe, pour là, voilà, il faut mettre des vêtements avec des élastiques pour être sûr que ça ne passe pas. Le reste du corps, on pourra toujours le vérifier. Alors, après, quand on rentre chez soi aussi, il faut enlever ses vêtements le plus vite possible et les laver à 60 degrés à la machine parce qu'à plus basse température, les tiques survivent. Ou alors le mettre au séchoir. Voilà, et puis se brosser les cheveux, etc. Voilà, ça c'est juste quelques images qui montrent où on trouve les tiques, un peu partout. Et donc ici, par exemple, il y a des tiques sur toutes les feuilles, sur tout le couvert de feuilles. J'en ai capturé dans des endroits comme ça, quoi. Je pensais pas qu'il y en avait, je crois qu'il fallait toujours des herbes, des fougères, mais non. Oui, les feuilles par terre, au sol, oui. J'ai une amie qui s'était fait mordre là en allant faire un pipi nature. Je sais pas comment ça se traduit. Et voilà quoi. Et donc je lui dis, bah enfin, il n'y en a pas là. Et là, elle s'était fait mordre là quoi. Donc il y en avait plein. Voilà. Alors, bon, après, c'est des informations sur mieux enlever les tiques, parce que les gens n'enlèvent pas bien les tiques. Et puis des meilleures informations sur les symptômes quand vous avez une tâche, allez chez le docteur. Et puis un meilleur diagnostic et traitement par le docteur. Mais ça, je crois qu'on en a déjà parlé pas mal. Hop, ça s'arrête. Et puis alors, ce qu'il faudrait, bon, je ne vais pas parler de tout ça, je pense qu'en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est une approche avec toutes sortes de spécialistes, c'est-à-dire des vétérinaires, les médecins, les personnes qui travaillent sur les tiques, les personnes qui s'occupent de la faune sauvage et qui peuvent aider à réduire les tiques. Il faut quelque chose de multidisciplinaire. Voilà, donc en fait, j'ai fini. J'avais juste quelque chose à dire. Donc je veux dire que l'enquête continue toujours. Que pour les médecins, en fait, j'avais 2 informations. C'est qu'on essaie de faire un groupe avec les médecins qui sont sensibilisés et qui veulent soigner les personnes qui ont des gros problèmes avec Lyme. Mais pour l'instant, j'ai trouvé que 4 médecins. Donc si vous êtes médecin et que ça vous intéresse de joindre le groupe, on a vraiment besoin de vous.
Et alors sinon il y a aussi des journées d'information qui sont dédiées aussi aux médecins, qui sont organisées par Lyme sans frontières du 6 au 8 juin à Strasbourg, et les informations sont disponibles sur le site de Belgium Lyme, la nouvelle association pour la maladie de Lyme. C'est fini. Merci.